Amel. Bonjour Sana. Alors, Amel Septi, nous sommes honorés de t'avoir encore cette année pour cette deuxième édition de Happy Parents. Cet événement dont tu connais les tenants et les aboutissants, parce que nous sommes d'abord, nous, parents, nous accompagnons des personnes et nous nous rendons compte de l'impact d'une éducation positive sur l'adulte de demain, sur le citoyen responsable de demain, que nous, en tant d'abord que parents, puis en tant qu'éducateurs, nous sommes responsables d'accompagner jusqu'à cette phase où il devient donc un citoyen totalement autonome. Donc cet événement va se dérouler cette année sur 5 journées en format hybride et les participants peuvent, ceux qui souhaitent y participer, peuvent avoir tous les détails de l'événement sur notre site happyparents.coachingnews.ma. Le credo de notre événement cette année, c'est Parents heureux pour un enfant heureux. Amel Septi, en tant que d'abord parent et formatrice, facilitatrice en discipline positive, coach holistique, conférencière dans le domaine de la parentalité consciente, comment tu pourrais expliquer aux auditeurs un peu ta façon de contribuer à l'amélioration de la relation parent-enfant? Oui. Alors d'abord, merci beaucoup Sana de m'avoir invitée. Merci déjà d'avoir honoré la femme il y a quelque temps et aujourd'hui d'honorer le parent. Le monde a besoin de prendre conscience à quel point ces rôles sont fondamentaux, importants, que le parent n'est pas seulement le parent de l'enfant, mais il est le constructeur de la société, le bâtisseur de la société. C'est la pépinière qui va produire le futur citoyen, le futur adulte. Et donc le rôle de parent est déterminant dans l'établissement d'une société consciente, éveillée, responsable, mature, tout ça. Donc merci, vraiment merci pour tes initiatives. Elles sont extraordinaires et elles méritent d'être saluées. Deuxièmement, tu me poses la question comment voir la parentalité et comment intervenir par l'éveil des consciences, par faire prendre conscience des différentes dimensions de cette parentalité. Tu disais tout à l'heure, j'interviens dans les écoles pour faire des conférences justement sur la parentalité. La parentalité, c'est un job comme un autre, c'est une fonction comme une autre, c'est un travail. Et donc, en général, quand on fait un travail, on le fait avec des compétences techniques et avec des compétences douces. Pour les compétences douces, c'est l'outil principal du parent, c'est quand même sa personne. Nous venons au métier de parent avec notre personne. Mais en matière de compétences techniques, personne n'a la compétence technique d'être parent. Nous devenons parents en étant parents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir le parent que nous allons être parce que c'est déterminé par des facteurs différents, l'enfant, notre âge, le rang dans la fratrie, etc. Donc déjà, faire prendre conscience des deux dimensions, la dimension totalement intuitive et magique de la parentalité, mais aussi de toute la responsabilité en matière de conscience que ça implique, la responsabilité de nos propres émotions et la responsabilité de prendre conscience des émotions de l'enfant. C'est essentiellement sur ces niveaux-là que j'interviens. Il y a une question qui est pour moi fondamentale car aujourd'hui, on peut faire une confusion entre éducation positive ou plutôt discipline positive et être dans une forme de laisser-faire, une forme de laxisme. Donc, où est la place de l'autorité parentale dans l'éducation et comment pouvoir l'exercer de manière constructive?
Oui. Alors, toute la difficulté de l'éducation positive et ce qu'on appelle la discipline positive, d'ailleurs, discipline et positive, ça me semble être deux vocables complètement contradictoires, mais c'est intéressant de les avoir mis ensemble. Toute la difficulté de cette approche, c'est de concilier en même temps ce que tu viens d'appeler autorité, qui est un mot obsolète, mais en tant que référent interne, c'est celui que nous recherchons par le fait de poser un cadre ferme, structuré et structurant pour l'enfant, mais en même temps tout en gardant de l'amour inconditionnel, de la bienveillance, de l'écoute empathique, etc. pour l'enfant. Ben, toute la difficulté de cette approche, c'est celle-là. Et comme l'être humain va aller naturellement faire ce qui est facile, bien sûr que c'est plus facile d'avoir peur que d'avoir du courage. Et c'est plus facile d'aimer, de faire ce qui est aisé, c'est-à-dire aimer, câliner, protéger, que éduquer, se retenir. C'est plus facile de féliciter, d'applaudir un enfant que de se retenir et de le laisser découvrir lui-même son propre potentiel. Donc la différence, c'est que justement, il n'y a pas de notion d'autorité dans l'approche positive, mais il ne doit pas y avoir de notion de laxisme. Tout le sens de la discipline positive, c'est qu'en même temps cohabitent dans l'approche donc éducative, pédagogique, tout ça, en même temps cohabitent la fermeté et la bienveillance, le cadre et le machin. Donc il n'y a pas de notion de pouvoir, il y a une notion de cadre, il y a une notion de règle, il y a une notion de consensus relationnel, comportemental, etc., tout en étant dans une extrême bienveillance vis-à-vis du processus de l'enfant lui-même, comment il grandit. C'est pour ça que parfois, il y a une répartition naturelle qui se fait chez les parents. Celui pour qui la zone de confort, c'est l'autorité, c'est-à-dire celui qui conçoit l'éducation par l'autorité, ben, il va s'occuper du cadre et de la fermeté. Mais celui qui est, qui a manqué peut-être de bienveillance dans sa propre enfance, va vouloir en donner davantage à son enfant, etc. Et donc, il va prendre... Et c'est là où il y a la dissonance chez l'enfant. L'idée, c'est que chaque parent travaille à être en même temps ferme et en même temps bienveillant. Et c'est toute la difficulté de cette approche. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller peut-être facilement vers cette approche juste en lisant un livre, mais que c'est important d'être formé. Ouais, effectivement, parce que trouver cet équilibre entre ces deux éléments qui sont diamétralement opposés n'est pas quelque chose d'aisé, donc ça demande de l'entraînement et ça demande aussi un changement de paradigme et un changement d'habitude, parce que souvent, inconsciemment, on modélise la manière avec laquelle nous, parents, nous avons été éduqués. Et c'est pour cela aussi que je salue l'idée que tu défends cette parentalité consciente. Oui, consciente de quoi? Conscient de qui nous sommes nous en tant qu'êtres humains, en tant que parents, parce que nous sommes les premiers outils de cette éducation, conscients de nos manières d'entrer en contact avec l'enfant, de communiquer avec l'enfant, de poser des règles, de répondre à ses besoins, de répondre à nos besoins, et tout cela dans le but d'une relation harmonieuse et épanouie. Et toutefois, certains parents vont être désarmés parce que selon l'âge de l'enfant, selon le cycle de développement de l'enfant, on peut assister à une forme d'opposition de la part de nos enfants. Donc, face à un enfant qui s'oppose sans arrêt à nos décisions, comment aider les parents à sortir de cette situation qui peut être des fois déroutante, tant pour le parent que pour l'enfant? Oui, alors excellente question, quoi, excellent sujet. L'opposition, les parents ont peur, quand ils sont face à l'opposition, ils ont peur non pas de ce que l'enfant est en train de faire, mais de perdre leur propre place ou leur propre autorité justement en tant que parents. Et c'est pour ça qu'ils ont énormément de mal à dealer avec l'opposition. L'opposition, il y a deux étapes dans le développement de l'enfant qui sont des étapes qui sont marquées par l'opposition et c'est des étapes nécessaires. Il y a une
phase qui est une phase un peu narcissique comme ça, un peu chez l'enfant, dans la petite enfance. Et il y a la phase de l'adolescence, évidemment. Ce sont des phases indispensables au développement de l'enfant. Ce sont des phases qui sont structurantes pour la psyché de l'enfant. Ce sont des phases qui sont structurantes également pour la construction de l'identité de l'enfant. L'enfant se construit un peu par mimétisme, mais aussi un peu par opposition par rapport au modèle dans lequel il vient au monde. D'ailleurs, nous-mêmes, nous éduquons nos enfants, parfois par mimétisme, parfois par opposition à nos parents. Et donc, c'est nécessaire que l'opposition, c'est une phase normale, reconnue par les spécialistes de l'enfance dans le développement, dans un développement sain, écologique de l'enfant. Donc l'idée, c'est de faire la différence entre d'abord mes propres sentiments en tant que parent, qu'est-ce que ça réveille en moi, cette opposition de mon enfant, afin de déposer tout ce qui relève de mes susceptibilités personnelles, de mes inquiétudes personnelles, par exemple, inquiétude à perdre le contrôle, à perdre le pouvoir, à perdre la place, et ce qui relève de ce qui est objectif, c'est-à-dire ce que je peux autoriser à mon enfant et ce que je ne peux pas autoriser. Je suis le parent, donc je suis le gardien du cadre et de la sécurité de l'enfant. Donc il y a toujours une frontière à définir avant sur qu'est-ce que je dans cette opposition, qu'est-ce qui est acceptable, donc le minimum acceptable, le seuil d'acceptabilité, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Reconnaître cette opposition lorsqu'elle est simplement un mécanisme de recherche d'identité, un mécanisme d'élargissement du savoir et de la connaissance, un mécanisme de découverte de mon environnement, un mécanisme de rupture, par exemple chez les adolescents, de rupture par rapport à une phase qui est l'enfance, qui est d'appartenance avec les parents, afin de pouvoir ensuite construire une appartenance avec un autre groupe social, etc. Donc être capable de reconnaître ce qui est au service de cette évolution, de ce développement normal, et ce qui est par contre dangereux pour l'enfant ou contre l'enfant. Et donc la grande difficulté dans l'opposition, c'est de ne pas tomber dans l'espèce d'égocentrisme du parent, c'est-à-dire de vraiment être centré par rapport à ses propres peurs et donc remettre l'intérêt sur ce qui est bon pour l'enfant et donc ce que je peux autoriser ou ne pas autoriser. D'une part, donc la première chose à faire, c'est la gestion émotionnelle, émotionnelle chez le parent de l'opposition. Deuxièmement, évidemment, lorsqu'il y a opposition, ça veut dire quoi opposition? C'est un conflit entre deux points de vue. Un enfant qui me dit non, ou qui refuse, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec mon point de vue. Lorsqu'on est dans une situation où deux points de vue sont en confrontation, on négocie à la communication, quelque chose, la plus belle définition de la négociation, c'est la communication, mettre en commun les deux univers, l'univers du parent, l'univers de l'enfant, et trouver un territoire intermédiaire dans lequel tous les deux se mettront d'accord. Vous savez, les enfants, on peut tout leur expliquer, on peut tout leur dire, on peut tout leur faire comprendre, on peut tout leur faire accepter à condition qu'on tienne en compte qu'ils sont une autre personne que nous. Mon enfant est une personne. Il résonne avec sa réalité à lui, son expérience intérieure à lui, etc. Donc, si je tiens compte de ça, même s'il a 4 ans, si je réalise que c'est une autre personne que moi, et donc je ne peux pas tout le temps ordonner, parfois j'ai besoin de convaincre, à partir de là, je mets en place cet outil magique et exceptionnel qui unit les humains, qui s'appelle la communication. Oui, effectivement, on pense maîtriser les outils d'une communication efficace, sauf que la communication, ça s'apprend. Être parent aussi, ça s'apprend. Parce que des fois, désarmé, n'étant pas outillé, on va reproduire peut-être un schéma vécu qui est aujourd'hui archaïque et même obsolète de cette parentalité qui est basée sur Le pouvoir, oui. obéi, on est sur le pouvoir sur l'enfant au lieu d'être sur une forme de pouvoir pour l'enfant, pour son développement, pour révéler son potentiel. Et malheureusement, certains parents vont vont faire appel à la punition,
alors que la punition, aussi petite soit-elle, n'a pas de place dans l'éducation positive ou dans l'éducation bienveillante. Donc, comment aider les parents à faire sans la punition, à éduquer sans faire appel à cette manière de faire qu'est la punition, et comment les aider aussi à accepter que leur enfant puisse faire des erreurs, donner droit à l'erreur à l'enfant, parce que l'erreur est un levier d'apprentissage. Oui, c'est très beau. C'est très beau et merci beaucoup. Il y a des vraies études, des vraies recherches faites par des scientifiques, des sociologues, des neuroscientifiques, etc., toutes formes de scientifiques qui ont démontré aujourd'hui que la punition ne sert à rien, que la punition, c'est une hérésie. La preuve en est le système carcéral, par exemple, etc. On sait que la punition ne marche pas. La punition, elle n'enseigne pas à apprendre de l'erreur ou à éviter l'erreur. Elle apprend à éviter de se faire prendre ou de se faire punir, justement. Elle apprend à éviter la punition, ce qui est complètement une hérésie. Alors, l'un des plus grands défis de la différence, de l'éducation positive, de l'éducation bienveillante, de la discipline positive, l'un des plus grands défis, c'est se départir de la punition. On sait que depuis toujours, le système, la pédagogie, si vous voulez, le système d'enseignement, de transmission se fait par la récompense ou la punition. Ça se fait depuis tellement longtemps, ça se fait de Pavlov. Pavlov l'a mis dans un concept, l'a créé dans un concept, enfin l'a structuré dans le concept pavlovien de la réponse automatique. Mais l'humanité entière fonctionne par récompense et par punition. Et donc l'une des plus grandes difficultés, justement, c'est de se départir de cette facilité, de cette zone de confort qui est la punition. La punition n'enseigne pas la responsabilité, elle enseigne la peur. Elle n'enseigne pas l'autonomie, elle enseigne l'évitement et le contournement de l'autorité parentale ou de l'autorité en général ou du pouvoir. Elle déresponsabilise. Aujourd'hui, tu disais tout à l'heure quelque chose de très beau, l'erreur, elle est nécessaire au processus d'apprentissage. Aujourd'hui, dans des pays comme les États-Unis, par exemple, tu as des coachs en échec. Certaines personnes prennent pour leurs enfants des coachs en échec. Aujourd'hui, par exemple, dans l'accompagnement des personnes HP, je fais moi-même de l'accompagnement pour les enfants HP, on leur apprend à échouer et à observer ce que ça fait d'échouer. Et de toute façon, en PNL, par exemple, il vous dit l'échec n'existe pas. La notion d'échec, il n'y a pas d'échec. Il y a un feedback. Il y a quelque chose que je suis en train de faire et je reçois du feedback. Et donc, si je pars de ce principe-là, bien sûr que je ne punis pas. Bien sûr que je ne punis pas. J'ai du feedback, qu'est-ce que je fais avec ce feedback? Et c'est très intéressant quand on arrive à mettre en place, je ne dis pas que c'est facile de mettre en place, mais quand on arrive à mettre en place une éducation sans punition, mais simplement axée sur des conséquences naturelles, par exemple, ou sur un contrat, en cas de rupture de contrat, etc. Donc la responsabilité, le choix libre de se tromper, enfin de faire une erreur, de ne pas obéir, et donc la responsabilité, à partir de là, on autonomise, et finalement l'autonomie, c'est ce que nous souhaitons tous pour nos enfants. On autonomise nos enfants dans la prise de décision, pour la prise de décision. Tout à fait. On les aide à devenir des adultes responsables, autonomes pour une société, voilà, pour une société peut-être plus équitable, basée sur la paix surtout. C'est quelque chose de fondamental. Nous sommes aujourd'hui les fruits d'un conditionnement. Donc, il faut savoir sortir de ces conditionnements et être cet être rayonnant qui exprime son potentiel au monde et qui participe à la construction d'un monde plus équitable, plus joyeux, voilà, plus sain. Plus sain. Je te laisse le mot de la fin. Quel message tu voudrais communiquer aux futurs participants à cet événement? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je voudrais leur dire que déjà,
c'est probablement des parents qui vont assister à cet événement et c'est intéressant et je me sens émue et bénie de participer à cet événement-là. Première chose que je suggère à tous les parents qui vont nous regarder, c'est de déposer toute forme d'autoflagellation, de culpabilité, de honte par rapport à ce qui a été fait jusque-là. Chaque parent est le meilleur parent qu'il sait et qu'il peut être par rapport à ce qui lui a été donné. Et ce que je peux leur suggérer, c'est de venir à cet événement avec seulement une question en tête, c'est comment être un meilleur parent demain. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, Amel. Je suis aussi impatiente que cet événement puisse se dérouler pour le plus grand nombre et pour pouvoir introduire la joie et le bonheur et l'harmonie dans plusieurs foyers partout dans le monde. Donc, pour vous inscrire, chers auditeurs, il suffit donc d'aller sur notre plateforme happyparents.coachingnews.ma. Vous pourrez donc télécharger le programme et choisir le badge qui vous convient. Je vous dis à très vite. Nous démarrons donc le 1er juin 2022. C'est l'occasion de célébrer autrement la journée mondiale des parents. À très vite. Très vite.